Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Aujourd'hui, je vous emmène un peu en arrière pour parler de ce que c'était que de devenir maman de jumelles dans les années 90, à un moment où la parentalité, et encore plus la parentalité multiple, n'était pas aussi bien accompagnée qu'elle peut l'être aujourd'hui. À cette époque, pas de réseaux sociaux, pas de podcast, pas de communauté de parents en ligne pour partager ses doutes, ses astuces ou simplement se sentir compris. Mon invitée du jour, Isabelle, a accueilli ses jumelles Laure et Estelle en 1994 dans un contexte très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Avec elle, on a parlé de l'annonce de la gémellité et des réactions qu'elle a suscitées autour d'elle à une époque où les grossesses multiples étaient encore vues comme assez exceptionnelles. On est revenu sur les ressources et le matériel de puériculture disponible pour les jeunes parents de jumeaux dans les années 90. On a également évoqué la question sociale et sociétale, congé maternité, paternité, congé parental et la place du père dans tout ça. Et enfin, on est aussi revenu sur la relation entre ces filles qui ont toujours été différentes, mais aussi très complices dès les premières années. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire découvrir le podcast à d'autres parents de jumeaux. Alors maintenant, je vous laisse avec Isabelle et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Isabelle, merci d'être avec moi aujourd'hui depuis Madrid. Moi, je suis ravie justement d'entendre ton histoire parce que nous, déjà, aujourd'hui, en 2025, on est beaucoup à trouver que on a peu de soutien, un manque d'informations, il y a peu de bienveillance autour des parents de jumeaux. Pourtant, on est à l'ère quand même des réseaux sociaux, des podcasts justement, des blogs où on trouve quand même tout plein d'informations, mais on se trouve quand même très seul. Et donc, je suis ravie de revenir avec toi sur ton histoire de la gémellité, à l'heure où il n'y avait pas justement ces réseaux sociaux, à l'heure où les langues étaient beaucoup moins déliées autour de la parentalité qu'aujourd'hui et où les difficultés étaient souvent tues. Donc merci d'avoir accepté de revenir avec moi sur ton histoire de maman de jumeaux. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Isabelle. Effectivement, j'habite en Espagne. Après de très longues années en France, après mon divorce, j'ai décidé de revenir en Espagne où j'ai grandi. Et puis bon, moi, je me suis remariée avec mon chéri de quand j'avais 15 ans. Donc voilà, c'est... Génial! Mes filles, j'ai 2 filles, comme tu disais, qui sont jumelles, qui ont 31 ans. Et bon, elles sont toutes les 2 en France, donc je voyage beaucoup. Je vais beaucoup en France. Et depuis 1 an et demi maintenant, je suis mamie en plus. Donc, et c'est vrai que bon, moi, je n'ai eu que Laure et Estelle comme enfants. Bon, j'ai fait 2 fausses couches après. Et puis, il y a un jour où je me suis dit qu'il fallait que je sois heureuse avec ce que j'avais et pas avec ce que j'avais pas. Mais voilà, je crois que la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'être maman de jumelles. C'est génial. Justement, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que toi, t'apprends que tu es enceinte de jumeaux? Comment ça se passe, justement, cette annonce de grossesse gémellaire? Alors d'abord, je te raconte très rapidement. Je fais un test de grossesse un dimanche matin. Ma maman était en vacances chez nous. Et la veille au soir, elle me dit « Ah, j'ai hâte » parce que j'avais dit que j'avais du retard, que j'allais faire mon test. Alors je dévale l'escalier avec mon test à la main. Elle me dit « Alors ?» Je dis « C'est positif ». Je dis « Pourvu qu'il n'y en ait pas d'eau ». Elle me regarde, elle me dit « Mais pourquoi ?» Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. Un Et en petit fait, instinct. voilà, maman avait pris un médicament qu'on donnait à l'époque pour éviter les fausses couches quand elle m'attendait moi, qui s'appelait le Distilbène et qui pouvait créer des problèmes de fécondité chez les filles. Donc on m'a fait faire une échographie à 6 semaines. Donc j'y suis allée toute seule parce que bon, on n'allait pas voir grand-chose. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit à mon mari, enfin au papa de mes filles, je lui ai dit, je t'appelle s'il y a un problème ou s'il y en a 2.
Voilà, Donc malgré tout, tu le sentais un peu, hein. Tu l'avais dit à 2 reprises, hein. c'est ça. Et en fait, lors de l'échographie, l'échographe commence à passer la sonde d'un côté, de l'autre. Il était tout rouge. Enfin, c'était un jeune homme. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux? Alors il me dit, je crois que oui. Mais on va faire une échographie endovaginale pour s'en assurer. Et effectivement, bip, de petits, de petites poches qui flottent. Donc, de petits haricots qui flottent. Et bon, ben voilà, il y en avait deux, quoi. Est-ce Sur- qu'à ce moment-là, il t'explique un petit peu, qu'est-ce qu'il t'explique justement sur les grossesses gémellaires, à quoi t'attendre, qu'est-ce qu'il te raconte justement dans cette salle? Je crois que la seule chose qu'il m'a expliqué, c'est qu'elles étaient dizygotes. Enfin, que c'était pas des vrais jumeaux. Et apparemment, elles avaient chacune leur placenta. Donc je sors de là un peu étourdie. Et bon, moi, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais à mon époque, il y avait que les cabines téléphoniques pour annoncer ça. Donc je vais dans l'entrée de la clinique, il y avait une infirmière qui était au téléphone. Puis je sais pas, elle a dû voir sur mon visage qu'il fallait vraiment que je passe un coup de fil. Donc elle s'est mise derrière moi et il y avait 2 ou 3 de ses collègues. Et alors j'ai d'abord appelé le papa qui me dit c'est pas vrai. J'ai dit mais si, je t'ai dit que je t'appellerais s'il y avait un S'il y avait problème ou s'il y 2 en avait problèmes. 2. Et ben il y en a 2. Alors bon, il était mort de rire et puis il était encore au travail donc bon on s'est dit qu'on en reparlerait le soir. J'ai appelé ma maman, j'ai appelé ma grand-mère qui m'a dit attends, je m'assieds. Enfin bon, ça a été mais c'est vrai que derrière, je voyais qu'il y avait plus 2 infirmières, il y en avait 5 ou 6 et ça rigolait parce que bon et puis il fallait y avoir des pièces pour payer le téléphone. Mais bon, et après je suis retournée chercher le rapport de l'échographie et effectivement, il y en avait 2. Effectivement, il y en avait 2. Du coup, pour toi, est-ce que c'est justement une bonne nouvelle, sachant que tu avais déjà un peu senti? Comment est-ce que tu prends cette nouvelle de la gémellité? Moi, la maternité, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours. Si j'avais Mm. pu faire un bébé à 15 ans, j'aurais fait. Bon, le papa de mes filles, on se connaissait pas à l'époque, mais je pense qu'il aurait pas été d'accord. Là, j'avais 26 ans et j'étais tellement heureuse que, bah, il y en avait 2, c'était formidable. Je me suis pas posé beaucoup de questions, effectivement. Ouais. Est-ce que pendant la grossesse, tu t'informes un petit peu? Et si oui, comment est-ce que tu fais? Parce que justement, tu nous as parlé de l'ère des téléphones qui n'était pas encore là et du coup, annonce par cabine téléphonique. Nous, Mm, aujourd'hui, pour s'informer, c'est directement Google. Il n'y a Eh pas ben, il y a Google. 30 ans en arrière, comment est-ce que tu t'informes sur justement cette grossesse gémellaire? Alors j'ai acheté les livres sur la maternité, les mêmes livres que tout le monde, et je me suis abonnée. Je crois qu'il y avait Parents Magazine et il y en avait un autre. Et bon, moi je recevais tous les mois et c'est vrai que je lisais beaucoup. Sauf que c'est vrai qu'une grossesse gémellaire, enfin les grossesses gémellaires, on n'en parlait pas beaucoup. À part, j'avais lu quelque part qu'il y avait des risques d'éclampsie, de prééclampsie. Je me suis dit, ça sera pas pour moi. Bingo. Et, et bon, et c'est pareil, j'ai eu le temps de faire des séances de préparation à l'accouchement avant d'accoucher prématurément. Mais à aucun moment ils ont parlé de ce que c'était que j'étais peut-être la seule maman dans la salle qui en attendait 2, mais c'est vrai que bon, difficilement. Ouais, peu d'informations. Très peu, ouais. Et même Est-ce les que, médecins, ouais, même les pas médecins? beaucoup. Est-ce que tu te sens quand même entourée? Est-ce que comment tu te sens justement par rapport à ça? Est-ce que le fait qu'il y en ait 2, qu'il y ait peu d'informations, tu vis bien avec? Ou voilà, comment est-ce que toi tu te sens par rapport à tout ça? Mon mari avait une collègue qui avait des jumeaux, un petit garçon et une petite fille, et on les côtoyait pas mal à ce moment-là, donc j'ai beaucoup discuté avec elle. Et elle les avait allaités. Bon, ils étaient arrivés à terme, mais elle les avait allaités. Je m'étais dit, mon Dieu, enfin, parce que j'imaginais déjà l'organisation. Mais heureusement que j'ai eu à ce moment-là cette rencontre dans ma vie. Et puis j'ai une amie qui travaillait en crèche qui était une très très bonne amie et je pense que Betty aussi, elle m'a beaucoup coachée là-dessus. Justement, tu as parlé de cet accouchement prématuré.
leur naissance prématurée. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement le jour de leur naissance? Qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'elles arrivent prématurément? En fait, j'ai commencé à avoir les jambes qui gonflaient beaucoup. J'ai fait beaucoup de rétention d'eau. Je crois que je me rendais pas compte à quel point j'avais grossi. Ah, petite histoire, j'ai pris 40 kilos pendant ma grossesse. Donc, et puis une semaine après avoir accouché, j'en ai perdu 30 quasiment. Donc, je veux dire, c'était de l'eau. Ouais. Donc, j'ai appelé mon médecin généraliste qui est venu à domicile, qui a pris ma tension, qui a vu 15,9, qui a appelé la maternité et qui m'a dit, hop, vous partez à la maternité. Donc, j'ai fait un petit sac. Mais moi, je suis pas partie pour accoucher. Enfin, je veux dire. Et donc, arrivé là-bas, ils m'ont mise dans la partie salle de naissance. Bon, c'était une journée très, très, très bizarre. Ils ont fini par m'hospitaliser. Il y a une néphrologue qui est venue et qui m'a mise sous aspégique nourrisson. Et moi, qui lisais toute ma science, j'ai dit oui, mais si vous me mettez sous aspégique et qu'on fait une césarienne, on pourra pas me faire une péridurale. Ah, première nouvelle. Bon, alors je prends mon aspégique et 2 jours après, l'obstétricien vient me voir et me dit bon, on va faire une césarienne d'urgence parce que effectivement j'étais en pré-éclampsie, il y avait danger pour les bébés et pour moi. Et pour toi. Donc l'anesthésiste vient me voir, super gentille, elle me dit je vais essayer, je vais essayer de vous faire une césarienne sous anesthésie locale, enfin voilà Oui. Et puis elle revient 10 minutes après, un peu décomposée, elle me dit bah non, je peux pas, vous êtes sous aspégique. J'ai failli dire appelez-moi la néphrologue, mais bon. Et donc j'ai été suivie par un obstétricien qui m'a prise en charge qu'à partir des 5 mois, parce qu'au début c'était ma gynéco qui m'avait suivie. Et cet obstétricien était en fin de carrière, il avait accouché ma gynéco de ses 3 enfants, même la femme de mon médecin généraliste, donc moi j'étais en confiance. Et puis à 20h, il vient me voir, il me dit ah, là, il va être trop tard, j'ai une conférence, c'est monsieur machin qui va faire votre césarienne. OK. Donc vers 22h, on me descend au bloc. Et j'étais à Toulouse à l'époque. Il y avait une seule ambulance de réanimation pédiatrique. Ouais. Et il y avait un bébé qui était visiblement plus en détresse que nous. Et donc, comme on remonte à la chambre, j'ai cru que mon mari allait taper le chirurgien. Et bon, on m'a redescendu après. Mais c'est vrai que ça reste pas un bon souvenir parce que tout s'est fait dans l'urgence, sans beaucoup d'explications. Parce que je suis arrivée, on m'a attachée. Je commençais à convulser un peu, donc enfin c'était pas une sensation agréable, quoi. J'aurais préféré qu'on attende de m'attacher pour d'être endormie. Et puis mais bon, j'avais mon infirmière avec moi et voilà. Et quand j'ai ouvert les yeux, bon les filles étaient nées et c'était l'hôpital de Purpan à Toulouse qui était venu les chercher parce que moi j'avais fait le choix risqué d'aller dans le privé et j'aurais pas dû. C'est comme ça. Et en fait, on m'a dit, elles sont dans la couveuse là-bas au fond, on ne les a même pas amenées. Et elles ont été réanimées toutes les deux, on part à Purpan. Voilà. Donc toi, tu restes dans l'hôpital où tu as accouché et les filles partent en réanimation dans un autre hôpital. Voilà. Et en fait, mon mari a acheté un caméscope. Encore, on n'avait pas les téléphones et les caméras. Donc, il allait les filmer tous les jours et il m'amenait. Et en plus, c'est vrai qu'à Purpan, ils ont été formidables. Ils m'ont dit, appelez-nous jour et nuit. Enfin bon, c'est vrai que pour ça, je n'avais pas à me plaindre. Et ils me donnaient des nouvelles vraiment très gentiment. Et je pense que sans être alarmiste, ils cachaient rien non plus. Donc, c'est vrai que ça, j'avais confiance. Et parce qu'elles sont nées à 34 semaines, du coup. D'accord. Toi, au bout de combien de jours, justement, est-ce que tu peux rejoindre tes filles et puis les rencontrer aussi Alors, comment te dire la césarienne, elles sont nées dans la nuit du samedi au dimanche. Le mardi soir, on me fait faire une échographie, toujours dans le même centre d'échographie. L'échographe me dit, là, mon mari était là, vous avez un hématome, mais il va se résorber tout seul. Et donc le mercredi, j'étais tranquillement dans ma chambre et
Et l'obstétricien arrive et il me dit on vous reprend à 17h. J'ai dit vous avez un hématome, on vous reprend à 17h. J'ai dit pardon? Quoi? Comment? Non, enfin moi je commence tout juste à marcher, je vais aller à l'hôpital voir mes filles. Mais Ouais. non. Et donc moi je suis partie au bloc. Ce qui fait que maman était venue me rejoindre et trois jours après cette deuxième opération, je lui dis mais moi je veux aller voir mes bébés en fait. Ah ouais. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans un lit d'hôpital avec un ventre vide quoi. Quand t'as eu 2 bébés qui dansaient la salsa là-dedans pendant 7 mois. C'est sûr. Et donc j'ai signé une décharge et on est parti en taxi les voir à l'hôpital. Et elles n'étaient pas au même étage, elles étaient en néonatologie. Donc maman elle n'avait pas le droit de rentrer avec moi. Donc pour Estelle, qui est la première que je suis allée voir, en plus il fallait s'habiller, se déshabiller, enfiler les pyjamas. Ouais, mais quand t'as eu ouais, en 2 post-opératoire. césariennes en une semaine, c'était compliqué de lever un pied. Mais bon. Et là, le coup de foudre pour ma petite Estelle, elle respirait pas encore toute seule, elle était pas encore autonome, donc elle avait une espèce de tube dans la gorge. Ouais. Mais elle dormait quand je suis arrivée. J'ai dit Estelle, c'est maman. Elle m'a ouvert les yeux. Elle est restée 45 minutes à me regarder, enfin tu vois. Et quand j'ai dit je vais aller voir ta sœur, elle s'est mise à pleurer. Ouais, c'était vraiment rude. Et du coup, je suis allée voir Laure qui dormait comme un loir et qui allait bien. Mais voilà, donc elles avaient 10 jours quand je les ai vues la première fois. Ça marche. Comment elles vont, justement, suite au transfert et après ces 10 jours de vie? Comment est-ce qu'elles vont, les filles? Ça va. Laure, elle a été très rapidement mise juste dans un petit berceau, en fait. Pour Estelle, ça a été plus compliqué. Elle respirait pas toute seule au départ, et puis elle a mis un certain temps à reprendre du poil de la bête. Pour te dire, Laure est restée 3 semaines à l'hôpital, 3-4 semaines, et Estelle 2 mois. Elles sont nées le 26 février, Estelle est sortie le 27 avril. Comment tu gères justement la logistique quand Laure rentre à la maison avec vous et qu'Estelle reste, elle, du coup, en néonate? Comment est-ce que ça se gère, justement, la logistique avec tes 2 bébés séparés? C'est pas évident, d'autant que le papa travaille dans la grande distribution, donc il n'était pas souvent à la maison, puis il n'y avait pas de congé paternel comme il peut y avoir maintenant. Je crois qu'il a eu droit à 3 jours ou 4 jours parce que c'était des jumelles. Alors, lui, il était retourné travailler, il travaillait de 9h à 20h. Enfin, je veux dire, c'était... Donc, quand maman avait des vacances, elle était prof, elle habitait à Lille, moi j'étais à Toulouse, elle venait, elle prenait le relais. J'ai eu ma grand-mère qui est venue aussi, qui était assez bien pour s'occuper encore de Laure. Et puis après, j'ai eu mon réseau de copines. Enfin, j'ai eu 2-3 bonnes copines. Enfin, c'est même pas des copines, c'est des amies, mais il y en a une qui est devenue la marraine d'une des filles. Et je savais que c'était... Enfin, moi, j'aurais pas confié mon bébé à n'importe qui non plus pour aller voir l'autre. Mais je suis allée voir Estelle tous les jours. Parce que du coup, tu pouvais pas retourner en néonate avec Laure? Non. Enfin, de temps en temps, quand maman était là, j'emmenais les deux. Maman m'attendait dans le couloir. Et à l'hôpital, ils étaient géniaux parce qu'ils la connaissaient. Et bon, ils me connaissaient bien aussi. On avait le droit de 14h à 20h. Donc, tant qu'elles ont été toutes les deux à l'hôpital, j'y allais de 14h à 20h. Bah oui. Et je me coupais en deux, mais là, je restais 2-3 heures avec Estelle et je rentrais à la maison pour m'occuper de Laure. Mais c'est vrai que quand maman était là, c'était chouette parce qu'on emmenait Laure aussi dans le couloir et elle lui donnait une pipi. Enfin bon, mais elles se sont rencontrées, elles se sont revues après la naissance à 2 mois. Justement, comment ça se passe quand Estelle sort de néonate et qu'elle peut vous rejoindre? Comment ça se passe? C'est quoi le nouveau rythme qui se met en place? Alors, déjà, on a eu une première sortie de 1 journée, 1 nuit. Ouais. Et après, j'ai dû la ramener. Et après, elle était repartie 1 nuit. Enfin bon. Mais c'est vrai que la première fois où je les remets toutes les deux dans le landau, parce que c'était une espèce de monstre avec 2 capotes, enfin, un truc, c'était monstrueux, le matériel de l'époque pour les jumeaux. Alors, j'imagine même pas pour les parents qui ont 3 ou 4 bébés en même temps. Et bon, non, ça a été terrible parce que Laure était un bébé très calme, à la maison il n'y avait pas de bruit, tout allait bien.
Et Estelle, elle entendait des bips, des bébés qui pleurent. Enfin bon, il y avait toujours de la lumière. Donc elle a pas compris. Donc les débuts ont été compliqués. Quand Estelle est rentrée directement à la maison, ça a été rude. Donc elle faisait, en plus, du coup, elles se sont mis à faire des siestes de 15 minutes, pas plus, et jamais en même temps. Et pas en même temps. Et même de préférence. Donc c'était fatigant. C'était fatigant. En revanche, on a mis une organisation en place au niveau. Alors moi, j'ai mis une organisation un peu militaire. Enfin, j'avais mon cahier, j'avais à la pharmacie, parce qu'elle grossissait pas beaucoup à cause de la maturité. J'avais loué une bascule, enfin et donc je les pesais tous les jours. Après le bain, je notais à chaque prise combien avait pris chaque bébé et ce qu'il y avait dans la couche quand j'ai changé, pour être sûre que tout se passe normalement. Et donc on s'est organisé. Alors dans la journée, moi je préparais les biberons à l'avance. Ouais. Je sais que maintenant on recommande pas et je les mettais au frigo. Donc j'avais 16 biberons au frigo. Waouh. Et puis elles avaient pas la même chose parce qu'elles régurgitaient pas mal. Alors il y avait le U-Milk, les épaississants, c'était assez compliqué. Ouais. Ce cahier, ça a été une bonne idée qui m'a été soufflée par les infirmières de la néonate, j'avoue. Mais tu sais que 30 ans après, les techniques n'ont pas changé, hein, parce C'est que vrai. moi aussi j'avais mon petit cahier et je notais tout, chaque change de couche, qui avait quoi dans la couche, combien avait bu chaque enfant, à quelle heure, qui dormait à quelle heure. Et pareil, c'était les biberons pas biberons préparés à l'avance, mais les dosettes de lait préparées à l'avance pour pouvoir les donner. On n'avait pas les petites boîtes. Oui. Donc je préparais les biberons de la journée, quoi. Justement, côté matériel de puériculture, t'en as parlé. Déjà, aujourd'hui, en 2025, il y a une offre, mais elle reste quand même beaucoup plus petite que l'offre de puériculture pour un enfant né seul. Il y a 30 ans en arrière, c'était quoi le matériel de puériculture que tu avais à ta disposition et que tu as pu utiliser? Alors, on va d'abord parler voiture. Ouais. Parce que le transport des bébés, c'était dans une espèce de nacelle où ils étaient même pas attachés. Quand tu n'avais pas une nacelle de landau, moi je pouvais pas rentrer ma nacelle de landau dans la voiture. Ouais. C'était pas possible. Celle-là, c'était une nacelle plus large que de coutume, avec 2 capotes. Donc elles étaient tête bêche et elles y sont pas restées longtemps parce qu'elles se donnaient des coups de pied monumentaux et elles dormaient pas beaucoup là-dedans. Donc qui après se transformait en poussette double. Mais dans la voiture, c'était une espèce de nacelle avec un filet qui se fermait au-dessus d'elles, mais elles n'étaient pas attachées. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un mouvement dans la voiture, les bébés roulaient, ils n'étaient pas très à l'aise. Ouais. Ça les sécurisait pas. Ils étaient baladés, ouais. Oui, elles s'endormaient pas facilement en voiture. Ce qui fait que on nous avait offert les sièges auto de 0 à 3 ans et assez rapidement, enfin à 5 mois, 4-5 mois, je les ai changés, je les ai mis en position la plus fermée possible et tout ça, mais pas dos à la route, j'avoue, parce que je voulais pouvoir les voir. Et je pense qu'à l'époque, c'était juste une recommandation, c'était pas obligatoire. Ouais. Et puis à la maison, moi, j'avais la poussette double pour sortir. Après, une autre poussette double côte à côte que maman m'avait offert. Et puis 2 berceaux. Au début, on les mettait plutôt on avait des petits paniers, tu sais, donc elles étaient chacune, on mettait dans le grand berceau pour pas les mettre tout de suite dans un grand berceau. Mais c'est vrai que après, t'as 2 transats, t'as de tout, quoi. et des biberons, pas la même marque pour pas confondre. Donc j'avais des biberons en verre pour l'une, des biberons en plastique pour l'autre. Enfin, c'était compliqué. J'avais aussi acheté une énorme un truc pour stériliser vapeur. Ouais. Comme elles étaient préma, j'avais peur de tout, donc moi je stérilisais. Mais il y avait ce stress aussi de la maman de prématurée, puis elles n'avaient pas le droit d'aller En collectivité avant l'âge de 2 ans. Donc, moi, j'avais repris le travail quand elles avaient... parce que j'ai cumulé, il y avait ça. Et en 1994, quand elles sont nées, ils ont voté le congé parental, sauf qu'elles sont nées en février, et le congé parental est passé en juillet, et c'était non rétroactif.
D'accord. Donc, pas de congé parental. Donc, j'ai pris quelques mois sans solde. J'ai pris tous mes congés. On a fait l'effort avec mon mari et je les ai gardés jusqu'en janvier. Et je les ai mises chez une nounou. Il n'y en a aucune qui a voulu me les prendre avec des agréments, parce que ça leur mangeait 2 agréments et que c'était parce qu'on m'avait proposé un retour à mi-temps. Et donc, j'ai trouvé une nounou qui était agréée, mais qui ne les a pas prises avec les agréments. D'accord. Voilà. Donc, tout mon salaire de mi-temps passait pour payer la nounou. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit... et comme il n'y avait pas non plus de rupture conventionnelle, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est vrai, il y avait... Pas du tout. Il n'y avait pas. Donc, et en fait, j'ai négocié un départ et je suis rentrée à la maison. Enfin, je me suis occupée d'elle jusqu'à, je sais pas, 1 an et demi, et après jusqu'à ce qu'elles aillent à l'école. Ok. Justement, un peu la même question que je t'ai posée sur la grossesse. Comment est-ce que tu t'étais entourée et informée? Là, sur toute cette période où elles sont bébés et petites filles, comment est-ce que justement tu trouves un peu du soutien, des informations? Vers qui est-ce que tu te tournes justement pour partager? Et est-ce que tu le fais? Est-ce qu'à l'époque ça se fait aussi de partager sur les difficultés de sa maternité? À l'époque, il y avait une association à Toulouse qui s'appelait Deux et Plus, je crois. Ouais. Enfin, mais il fallait aller à des réunions. Enfin, qui a le temps d'aller à des réunions quand t'as 2 bébés à la maison, un mari qui travaille jusqu'à 20h? Enfin, voilà, non, c'était... Donc, j'aurais bien aimé parce que j'éprouvais le besoin de partager avec d'autres parents de multiples. Mais, et j'avais, la collègue de mon mari avec qui on se voyait, et voilà, mais sinon, j'ai eu juste la très très grande chance d'avoir une Betty dans ma vie qui travaillait en crèche, qui habitait tout près de chez moi, et une Sophie qui travaillait de 7h à midi ou 7h, 13h, et qui venait passer quasiment tous les après-midi avec moi. Et puis, la solidarité des gens. Parce que j'avais un petit shopping en haut de la rue, donc j'y allais en poussette. Je mettais les packs d'eau, les packs dans un caddie, et la dame, quand elle finissait sa journée, elle s'arrêtait chez moi, elle me déposait tout. Trop bien. C'était la livraison à domicile avant l'heure. Ouais, Ils m'ont sauvé la vie à cette époque-là. Est-ce que justement, à l'inverse, il y a eu, t'as eu des remarques, etc. Parce que je sais que nous, on est beaucoup à justement dire que la gémellité, ça attire quand même beaucoup de curieux. On est quand même beaucoup pointé du doigt. Tout le monde y va de sa petite remarque. Est-ce que il y a 30 ans en arrière, c'était déjà ça? Ou il y avait des barrières? Ah, mais c'est terrible. Mais même quand j'étais enceinte, moi j'étais fière. Enfin, je veux dire, je suis devenue assez ronde vite parce que j'avais du ventre et on me disait, ah, il y en a 2. Alors je disais, j'attends des jumeaux. Ah bon, il y en a 2? Non, 25. Enfin, je veux dire, je viens de te dire qu'il y a des jumeaux, donc bon. Mais surtout, ah, c'est mignon chez les autres. Ouais. Comment ça, chez mignon chez les autres? Moi, je suis très contente. Quand je les promenais, alors moi, maintenant je suis blanche, mais quand j'étais plus jeune, j'étais blonde, et on me disait, et mes bébés étaient très bruns, parce que leur papa est très brun, et ils sont pas à vous. Avec le si, ils sont à moi. Ah, c'est mignon chez les autres. Alors ça, j'ai entendu des centaines de fois. Moi, je trouvais que c'était très mignon chez moi. C'est fatigant, mais j'ai trouvé ça formidable aussi. Mais les gens se permettent de dire, ah ben moi, j'aimerais pas. Mais je vous demande pas si vous aimez ou pas. Enfin, C'est sûr. Ce sont mes enfants, je les aime, et puis voilà. Complètement. Et bah, ça non plus, ça n'a pas changé finalement. Mais moi, il y a rien que j'ai trouvé plus beau dans ma vie que de rentrer dans la chambre quand elles étaient réveillées, qu'elles avaient 1 an, qu'elles commençaient à se mettre un peu debout dans leur lit, et que j'étais reçue par 2 sourires derrière les barreaux, ou des gazouillis. Enfin, j'ai toujours trouvé ça absolument formidable. Bon, forcément, les premiers mois, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Pas beaucoup, mais... Et puis après, franchement, je pense que même leur papa, lui, il assumait comme il pouvait aussi. Il travaillait beaucoup et il n'a jamais donné un bain de sa vie. Puis c'était aussi une autre époque. Mais il donnait le bibi. Lui, il faisait 9h, minuit. Moi, je faisais 3h, 6h. Et il y a des fois, il me disait, ah,
Et elles ont été mignonnes cette nuit, elles ne sont pas réveillées, je dis pas. Mais, mais bon, non, je veux dire que franchement, nous on a géré, on était heureux de les avoir, mais c'est vrai que les gens se permettent des choses. Et puis après, ça bascule, parce que quand elles commencent à marcher, enfin je sais pas, ça attire les gens, j'ai l'impression. Enfin, ils sont marrants, enfin il y a un âge où ça court partout. Ouais. Mais en plus, elles se ressemblent pas mal, donc c'est vrai que bon, elles se ressemblaient encore plus quand elles étaient petites. Moi, les miens, pas du tout. Et justement, C'est ça vrai. a attiré aussi beaucoup de remarques de... C'était suspicieux, entre guillemets, des jumeaux qui se ressemblaient aussi peu. N'importe quoi. Parce que dans l'imaginaire collectif, les jumeaux doivent se ressembler, alors que les miens ne se ressemblent pas. Mais ils sont jumeaux quand même. Ils sont Ils jumeaux quand étaient même. dans le même ventre. Et c'était... Oh mon Dieu. Exactement. Vraiment, Mais ouais, les gens se permettent énormément. Justement, en grandissant, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as mis des choses en place justement par rapport à tes filles pour les accompagner dans leur lien de gémilité, dans leurs relations, pour les accompagner face aussi au regard des gens, etc. Qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place? Alors, je crois que j'y suis allée un petit peu... Non, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai pas réfléchi Ouais. à que j'allais mettre en place ou pas. Cela dit, j'y suis allée très instinctivement. Alors même, quelquefois, elles étaient habillées pareil, parce qu'on m'offrait les mêmes vêtements. Enfin bon, t'as dû connaître. Mais pour moi, ça a toujours été Estelle et Laure, ou les filles. Je les ai jamais appelées les jumelles. Alors que dans ma famille, enfin, les gens appelaient les jumelles. Non, c'est pas les jumelles. Elles ont chacune une personnalité. Et d'ailleurs, elles avaient une personnalité très marquée dès toutes petites. Quoi. Ouais, très différente. Bon. Et on me disait, Laure, elle essaye de dominer. Non, Laure, en fait, elle voulait toujours piquer ce qu'Estelle avait entre les mains. Donc Estelle, elle faisait semblant de s'intéresser à autre chose. Laure, elle lui piquait, elle récupérait son jouet et basta. Enfin, je veux dire qu'il n'y avait pas vraiment de dominant-dominé. Elles avaient juste, je crois, des tactiques toutes les deux pour se débrouiller. Mais moi, je les ai toujours traitées comme des enfants différentes, en fait. Ouais. Ça a toujours été Estelle et Laure, et si toi t'as pas envie de manger une compote de pommes et toi tu préfères un yaourt, enfin ça c'était pas un problème pour moi, quoi. Alors au niveau organisation, quelquefois c'était moins facile, mais en général pour ça elles étaient faciles. Mais moi ce que j'ai voulu c'est que enfin oui elles étaient jumelles soit, mais elles étaient différentes. Donc nous on a toujours respecté ça chez elles, et je crois elles ont su en faire une force de leur gémellité quand elles arrivaient dans un nouvel endroit, parce que du coup on a déménagé, enfin à plusieurs reprises pour le travail de leur papa. Mais donc là à ce moment-là c'était une force, mais après elles avaient aussi des copines, et puis elles ont eu des activités différentes. Et il y en a une qui a fait du piano, l'autre de la guitare. Après bon, elles ont fait de la danse, mais pas parce que ma sœur fait de la danse. C'était Oui, l'envie de l'une et de l'autre, ouais. Et c'était retrouver des copines d'école, enfin elles retrouvaient les copines, c'était pas juste... Donc je pense que leur gémellité, elles en ont fait une force. Plus tard, à l'adolescence, quand elles étaient au lycée, c'est elles que... Enfin, quand elles prenaient le bus le matin et qu'après en cours, il y avait quelqu'un qui disait « Mais pourquoi tu m'as pas dit bonjour dans le bus ?» Parce que c'était pas moi. Voilà. Mais pour ça, elles ont géré toutes seules, quoi. J'ai essayé de reprendre un petit peu les gens, enfin la famille, les proches qui les appelaient trop les jumelles, mais elles en ont pas souffert. Ça, elles ont eu toujours souvent les mêmes jouets quand elles étaient petites, parce qu'elles avaient en même temps les mêmes envies, tu vois, mais elles se sont toujours, j'ai pas l'impression, qu'elles aient eu l'impression d'être traitées différemment que deux sœurs dans une famille où elles n'auraient pas été jumelles, quoi. Et justement, au niveau de leurs relations, au cours de l'enfance, de l'adolescence, est-ce qu'elles étaient très proches? Est-ce qu'elles étaient justement assez indépendantes l'une de l'autre? C'était quoi leur relation en grandissant? Elles étaient très proches. Ouais. Elles étaient très proches, surtout quand elles étaient petites. Tu vois, c'est vrai que c'était une force. Je sais que quand elles ont démarré l'école, alors elles étaient allées d'abord un petit peu en halte garderie, donc je les ai pas mises à l'école sans être passées par une case où elles étaient un peu en collectivité. Mais par exemple, Laure a fait un refus total de l'école, qui était à 100 mètres de la maison.
Elle vomissait sur le chemin de l'école. Enfin, c'était la séparation avec moi en fait était compliquée. Ouais. Et sa sœur la caressait, elle disait mais je suis là moi. Et bon, et une fois que Laura a arrêté de pleurer, ben c'est elle qui voulait plus y aller, mais bon, elles ont pris le relais. Mais après, au niveau de leur relation, elles ont très rapidement joué ensemble. Moi, je trouvais ça absolument génial dès qu'elles en su parler. Et elles se faisaient des jeux, mais elles pouvaient passer des heures à jouer. Elles en ont pas beaucoup joué de leur gémellité. Elles auraient pu, sincèrement, elles se ressemblaient. Oui. Et puis les gens, ils font pas d'efforts non plus pour les reconnaître. Donc, si elles avaient voulu, elles auraient pu... Après, elles m'ont avoué qu'un 1er avril, elles avaient échangé en classe. Enfin bon, elles étaient en première ou terminale. Mais les profs n'ont rien vu, quoi. Mais sinon, elles en ont pas trop joué. J'ai eu la chance finalement qu'elles soient pas identiques, parce que ça va être très compliqué. Et aujourd'hui adulte, comment est-ce que tu définirais justement leur relation ? Est-ce qu'il y a un lien particulier du fait de leur gémellité, ou est-ce qu'aujourd'hui adulte, c'est deux femmes complètement indépendantes, ou est-ce qu'il y a toujours ce lien un peu particulier entre elles deux ? Alors je pense que ce sont deux femmes complètement indépendantes, mais qu'elles gardent un lien très très fort, et que quand il y en a une qui va pas bien, c'est sa sœur jumelle, je pense qu'il le sait en premier et moi après, mais ou le contraire. Mais bon, elles ont toujours un lien très très fort, mais elles ont des tempéraments très différents, des vies très différentes. Elles ont fait des choix de vie complètement différents. Et puis bon, là maintenant, ce qui facilite, c'est qu'elles sont dans le même pays et qu'elles peuvent se voir. Mais pendant quelques années, Estelle était à Barcelone, Laure était en France. Donc pour se voir, ça facilite pas. Moi à Madrid, alors tu vois. Ouais. Mais on essaye tant que faire se peut de se retrouver. Et c'est vrai qu'elles ont... Et je pense qu'il y a aussi des moments où elles se retrouvent sans moi, où elles se retrouvent... Et il y a des fois, elles se parlent 1 heure, enfin, tu vois, elles ont... Je pense qu'elles ont encore ce lien très très fort et qu'elles savent que par rapport à quelqu'un qui a juste une sœur, c'est pas pareil. Et je pense qu'elles ont cette chance et qu'elles sont conscientes en fait que c'est une chance d'avoir une sœur jumelle dans leur cas. J'ai une dernière question pour toi. Quand tu vois justement aujourd'hui, avec 30 ans de recul, ce que toi t'as vécu, ta maternité gémellaire, comment est-ce que tu étais justement entourée, accompagnée, et quand tu vois aujourd'hui, quand même malgré tout ce qui est à notre disposition, qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu vois ça avec un œil un peu en disant j'aurais aimé avoir tout ça, ou qu'est-ce que tu te dis toi avec ces 30 années de recul ? Ah si, au début quand j'ai commencé à avoir les nacelles doubles toutes petites, enfin tu sais, je me disais mon Dieu, si j'avais eu ça, j'aurais pu sortir me promener quoi et le mettre dans le coffre de la voiture, enfin tu vois des choses, j'aurais pu me promener Après il y avait eu qu'est-ce qu'il y a eu qui me paraissait, enfin si, mais finalement il y a quelques détails comme ça sur le gros matériel de puériculture. Ça a évolué, mais ouais, je suis pas sûre que ça ait tant évolué que ça. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.